Chaque année, en avril, un groupe de scientifiques observe la faible lueur des astéroïdes qui passent près de notre planète. Une année, ils ont remarqué quelque chose de bizarre qui scintillait dans leur télescope. L'équipe s'attendait à ce que ce soit un énième astéroïde, mais ils ont fini par être très surpris car ce qu'ils ont découvert était une roche spatiale inhabituelle qui n'était pas constituée des minéraux qui composent habituellement les astéroïdes. Elle était faite de silicate, le matériau que l'on trouve principalement sur la Lune. Ils l'ont nommé Kamo'oalewa, un mot hawaïen qui signifie « objet céleste vacillant ». La roche ne correspondait à aucun astéroïde géocroiseur que les scientifiques connaissaient déjà. Au lieu de cela, ce morceau présentait un motif de lumière réfléchie similaire à celui des roches lunaires que les astronautes avaient rapporté des missions de la NASA. Ce fragment s'est avéré être un quasi-satellite, qui est une sorte d'astéroïde en orbite autour de notre planète et du Soleil. Il tourne autour de la Terre, sur une orbite irrégulière assez inhabituelle. C'est la raison pour laquelle tu ne peux le voir dans le ciel nocturne qu'une fois par an. Le fragment est aussi très timide. Il ne s'approche jamais de notre planète à moins de 14 millions de kilomètres. C'est presque 40 fois plus loin que la Lune. De plus, ce corps spatial se cache souvent dans l'ombre. Les scientifiques ont compris que l'objet ne restera pas longtemps sur cette orbite. Il est probablement arrivé à sa position actuelle il y a environ 500 ans et son orbite va probablement changer au cours des 300 prochaines années. Ce fragment n'est peut-être pas seul là-bas dans l'espace. Il existe au moins 3 autres objets géocroiseurs similaires qui pourraient tous provenir du même endroit. Les chercheurs ne sont pas encore sûrs de la nature de la roche, mais ils pourront en savoir plus sur cet objet spatial inhabituel s'ils envoient un vaisseau spatial pour collecter des échantillons et les rapporter sur Terre. C'est ce que l'agence spatiale chinoise prévoit de faire plus tard dans la décennie. La Lune est apparue au milieu du chaos et il existe plusieurs théories sur la façon dont cela s'est produit. La première affirme que la Lune n'était autrefois qu'un corps errant semblable à un astéroïde. Elle s'est formée quelque part dans notre système solaire. Un jour, elle s'est approchée trop près de la Terre et a été capturée par la gravité de notre planète. La deuxième théorie dit que notre planète tournait si vite qu'une partie du matériel s'est détachée et a commencé à tourner autour d'elle. L'un des plus gros morceaux était la Lune. La troisième théorie affirme que la Lune s'est formée au moment où notre planète traversait son propre processus de formation. Mais aujourd'hui, la théorie la plus largement acceptée est la suivante. Un jour, il y a très très longtemps, mais pas dans une galaxie très très lointaine, la Terre est entrée en collision avec une planète de la taille de Mars. Les débris et les nuages de poussière de la collision se sont rassemblés autour de notre planète et ont commencé à lui tourner autour. Finalement, ce que nous connaissons aujourd'hui comme la Lune s'y est formé. Les missions Apollo ont rapporté plus d'1 tiers de tonnes de sol et de roches de la surface lunaire. Ces roches ont montré que la Lune avait principalement les mêmes matériaux de construction que notre planète. Cela pourrait signifier qu'elles ont une histoire commune. Si la Lune s'était formée ailleurs et avait finalement été capturée par la force gravitationnelle de notre planète, elle aurait une composition différente. De même, si elle avait été créée en même temps que notre planète, ou si elle s'en était détachée, il y aurait les mêmes minéraux sur la Lune et sur la Terre. Mais les minéraux de la Lune contiennent moins d'eau. De plus, le satellite naturel de notre planète est riche en matériaux qui se forment rapidement à haute température. La Lune n'est pas le seul corps spatial du système solaire à avoir un passé mystérieux. Hippocampe est une lune de Neptune découverte en 2013. C'est la plus petite lune de cette géante glacée. Elle ne fait que 30 km de diamètre. Elle est très proche de Protée, la plus grande des lunes intérieures de Neptune. Les scientifiques pensent qu'Hippocampe s'est probablement formé à partir de débris après la collision de Protée avec une comète. Si Hippocampe était entré dans l'orbite de Protée depuis un autre endroit de notre système solaire, la plus grosse lune l'aurait avalé ou aurait fait fuir la petite lune. Mais Protée elle-même ne fait pas partie de la première génération de lunes de Neptune. Elle a été formée à partir des restes du tout premier système de lunes de la planète. Ces premières lunes ont été détruites lorsque Neptune a capturé Triton, actuellement la plus grande de ces lunes. La principale preuve que la collision était probable est le fait que Triton tourne autour de Neptune à l'envers par rapport aux autres lunes qui orbitent autour de la planète. Neptune a capturé Triton depuis la ceinture de Kuiper. C'est une zone remplie d'objets glacés et de débris rocheux qui s'étend au-delà d'Uranus. Cela signifie qu'Hippocampe est une lune de 3e génération. Le Soleil a également eu un passé turbulent. Notre étoile est apparue il y a environ 4,6 milliards d'années. Il est difficile d'étudier ses premiers stades de vie puisque cela s'est produit 50 millions d'années avant la formation de notre planète. Mais récemment, une équipe de chercheurs a découvert des cristaux vieux de plus de 4,5 milliards d'années, cachés profondément dans des météorites
Ils ont révélé certaines choses sur le passé de notre Soleil. Avant la formation des planètes, notre système solaire était composé de l'étoile centrale et d'un disque massif de poussière et de gaz chauds qui tournaient autour d'elle. En se refroidissant, la poussière et les gaz se sont transformés en minéraux, dont les cristaux que l'on trouve dans les météorites qui ont atterri sur notre planète. Ces matériaux anciens ont été irradiés, contrairement à certaines substances plus jeunes. Les chercheurs pensent que quelque chose a pu arriver au Soleil après la formation de ces cristaux. Peut-être que l'activité de notre étoile était alors moins intense, ou peut-être que, pour une raison inconnue, ces matériaux plus jeunes n'ont pas pu voyager jusqu'aux zones où l'irradiation était possible. Les planètes naines nous donnent un aperçu des plus anciennes années du système solaire. Il y a environ 4 milliards d'années, les forces gravitationnelles de Jupiter, Saturne et Neptune se sont unies. Elles ont projeté des astéroïdes et des comètes à toute vitesse dans le système solaire, les faisant entrer en collision avec différentes planètes. Toutes les planètes naines de la ceinture de Kuiper, par exemple Pluton, Eris, Oméa, Makemake, ont leurs propres lunes qui se sont probablement formées après de puissantes collisions. Des débris glacés sur des orbites similaires à celles d'Oméa, par exemple, peuvent prouver la théorie d'une ancienne collision. Les débris qu'elle a créés n'avaient tout simplement pas assez d'énergie pour flotter loin de la force gravitationnelle de la planète naine. Cérès, une autre planète naine, a des argiles riches en ammoniac à sa surface. L'ammoniac n'est pas stable aux températures qui règnent sur Cérès, mais il y a beaucoup de cette substance dans le système solaire externe. Cela signifie que Cérès s'est probablement formé dans ses parties extérieures et a été projeté vers l'intérieur. Après tout, les géantes gazeuses migraient beaucoup lors des premiers stades du système solaire. Ou bien la planète naine pourrait s'être formée dans une ceinture d'astéroïdes, et l'ammoniac est apparu d'une manière ou d'une autre, mettons après un puissant impact sur la planète naine. Cérès pourrait aider les scientifiques à mieux comprendre les lunes glacées. Le fond des océans sur Terre a une forte concentration de minéraux carbonates et certaines parties de Cérès en ont aussi. Cela signifie que cette planète naine est comme une sorte de monde océanique fossilisé. De nombreuses exoplanètes, un terme utilisé pour les planètes situées en dehors du système solaire, ont également subi des collisions assez intenses à leur début. Ce système à double étoile se trouve à plus de 300 années-lumière de nous, et ces étoiles ont au moins 1 milliard d'années. Même s'il n'est pas jeune, ce système montre encore quelques signes de nuages tourbillonnants de débris poussiéreux qui n'ont pas encore refroidi, ce qui n'est pas quelque chose que l'on attendait d'un système stellaire de cet âge. Ces débris sont encore chauds, ce qui signifie qu'il pourrait y avoir eu une forte collision de 2 planètes ou d'autres corps spatiaux de taille similaire dans cette région, et ce relativement récemment. Les particules de poussière tournent autour d'une jeune étoile. Elles se collent les unes aux autres et grossissent avec le temps, et c'est ainsi que les planètes se forment. Les restes de poussière se dépose souvent dans des régions lointaines et froides. Un exemple dans notre système solaire est la ceinture de Kuiper. Elle est située très loin, au-delà de Neptune. À mesure que les systèmes solaires évoluent, ces particules continuent d'entrer en collision jusqu'à ce qu'elles soient si petites qu'elles finissent par être attirées par les étoiles voisines ou expulsées du système. Uranus tourne de façon penchée si on la compare au reste des planètes de notre système solaire. Et la seule explication que nous en ayons est une puissante collision dans le passé, quelque chose de bien plus gros qu'une comète ordinaire ou qu'un autre corps spatial de taille similaire a probablement heurté Uranus et a incliné l'orbite de la planète. C'était probablement une planète de 2 fois la taille de la Terre. Il pourrait s'agir d'une protoplanète, c'est-à-dire un corps spatial composé principalement de glace et de roches qui tourne autour d'une étoile et qui est susceptible de se transformer en planète à un moment donné dans le futur. Quoi qu'il en soit, les retombées de l'impact ont étouffé le noyau d'Uranus. Cela a empêché la chaleur à l'intérieur de la planète de s'échapper. Cela pourrait expliquer pourquoi Uranus a des températures extrêmement froides à sa surface. Alors n'oublie pas ton manteau.